Bienvenue à tous et bienvenue dans le club. Salut Alex. Salut Jeff. Alors Alex, en 2 mots, c'est quoi le concept de l'émission? Alors le club, c'est un talk show positif. On va discuter autour d'un fauteuil club, dans un joli décor, et on rencontre à chaque nouvelle émission une nouvelle personnalité pour la découvrir ou la redécouvrir ensemble. Aujourd'hui, c'est une personnalité nationale. Exactement. On reçoit aujourd'hui le président d'un club, le club le plus titré de tout le sport collectif français. Donc c'est vraiment pas rien. On a le grand plaisir et l'honneur de recevoir Julien Deljari, le président du MHB. Bienvenue Julien. Bonjour. Bonjour. Allez, assieds-toi, je t'en prie. Bienvenue, voilà, prends tes aises. Merci beaucoup pour cette émission. Bienvenue chez nous, on espère que ça te plaît, que tu es bien installé. C'est parfait, c'est parfait. Génial. Alors tu vas voir, Alex va te présenter le programme de l'émission. L'idée c'est de passer un bon moment et puis de se pencher, d'inspirer la jeunesse, les entrepreneurs par ton parcours. C'est un parcours atypique, tu as à la fois une entreprise, tu es à la fois président d'un club ultra titré, très performant. On veut comprendre comment ça se passe. C'est ça, et puis rentrer aussi dans les coulisses. En fait, tu vas voir comment ça va fonctionner. Il va y avoir de l'interview, donc on va tout simplement discuter, te poser des questions pour comprendre ton parcours, mais aussi Julien, comment il vit ce parcours de l'intérieur et comment au fur et à mesure il avance dans la vie. On va aussi avoir des jeux. On t'a prévu quelques jeux que tu vas découvrir, notamment le jeu du naming. Sans trop spoiler, tu verras un peu ce que c'est. Une séquence qui est culte dans le club, c'est l'objet. On t'a demandé de venir avec un objet qui t'est cher, donc on va le découvrir ensemble. Quel objet et pourquoi tu l'as choisi. Tu auras l'occasion aussi d'en choisir un ou plusieurs dans ce décor. Donc on a hâte de les découvrir. Et on terminera par un petit happening. Donc il y a une personne qui a voulu qui a voulu discuter avec toi aujourd'hui, te faire une surprise. Donc on t'en dit pas plus, tu vas pouvoir voir tout ça aujourd'hui avec nous. Ok, super. Génial, bon, ne sois pas inquiet, c'est pas surprise, hein, c'est vraiment un talk show. En général, ce talk show commence, et après on va très vite rentrer dans l'échange avec toi, il commence par le Wiki Club. En fait, on va chercher sur Wikipédia, sur Internet, les infos qui nous permettent de te présenter à ceux qui éventuellement ne te connaissent pas. Alors, ça commence comme ça, hein, Julien Deljari, donc né le 25 novembre 1991 à Alès, même si je crois que tu n'es pas resté très longtemps à Alès. Non, c'était juste le temps de la maternité et pour que ma grand-mère puisse assister, puisque j'ai toute une partie de ma famille qui est d'Alès, donc que ma grand-mère puisse assister à l'accouchement et en tout cas être auprès de ma mère qui est alésienne et cette partie de la famille qui est d'Alès. Mais mes parents habitaient déjà à l'époque sur Saint-Clément-de-Rivière, donc on est de Montpellier et je suis né à Alès, mais quand même pur produit montpelliérain. Pur produit, pure souche montpelliérain, donc bien sûr toute ta scolarité et tes études, puisque tu es diplômé de la Montpellier Business School. On a ça en commun et c'est une belle école, effectivement, qui t'a amené beaucoup de choses. Même avant ça, j'étais diplômé de l'IUT de Montpellier. D'accord. Après avoir fait collège lycée sur Montpellier, mais l'IUT de Montpellier, la Business School à Montpellier. Effectivement, une très très belle école. Au-delà d'apprendre pour pas mal de choses, on apprend un petit peu aussi le savoir-être, on apprend un peu le réseau, on apprend toutes ces choses-là qu'on partage effectivement. Et puis après, on se retrouve dans différentes activités, comme là, on peut se retrouver aujourd'hui ensemble. Tout à fait. Et après, on a plaisir à partager du coup avec toutes ces personnes qui ont ce petit lien avec qui on partage sur Exactement. tout au long de l'année. Et alors la petite anecdote, c'est que tu es le fils de ton père André, qui justement se retrouve président du conseil d'administration de MBS, mais aussi bien sûr président de la CCI de l'Hérault. Voilà, une famille d'entrepreneurs, ça c'est important dans votre ADN. Oui, on a été élevé dans ce sens, hein, bien évidemment. C'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai toujours voulu, dès que j'ai vu une organisation, dès que j'ai vu quelque chose qui me plaisait, être à la gestion. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti très jeune, mais parce que je voyais mon père faire, je voyais les amis de mes parents faire aussi. Et l'envie d'entreprendre, finalement, elle naît au fur et à mesure des personnes qu'on côtoie et de ce qu'on voit autour de nous. Et après, derrière, effectivement, les formations et autres, mais l'envie à la base part de là. Oui, il y a une culture familiale du projet, de l'investissement, de l'action. On va en reparler, c'est dans l'ADN de toute l'émission, puisqu'on va parler bien sûr de sport. Mais la particularité, c'est que c'est quand même la grande distribution qui est au cœur de vos activités. Hein. Notamment, tu es directeur des comptoirs de la bio dans le Gard. Oui, à Nîmes. Alors, c'est parce que, en fait, déjà, moi, c'est vrai que je suis né dans un magasin, donc j'ai l'habitude de dire, j'ai grandi, évolué, j'ai évolué au fur et à mesure aussi. Mon père a eu son magasin en 86, 87.
Donc je suis né après, je suis né vraiment dans ce magasin, j'ai grandi dans la grande distribution et puis on a toujours été libre de faire ce qu'on souhaitait avec mon frère puisque l'idée c'était, la philosophie de mon père c'est vraiment de faire de notre activité à partir de notre passion. Donc ça a toujours été en ce sens et moi la grande distribution, j'ai grandi dedans, je l'ai vécu et le fait de le vivre, j'y ai pris goût. J'y ai pris goût et j'ai beaucoup de choses qui font que j'aime ça. Donc j'ai voulu évoluer là-dedans. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait mon apprentissage dedans avec mes études parce que la grande distribution, c'est quand même beaucoup d'expérience qu'on nous demande. Mais c'est de la rencontre de tous les jours avec le client aussi. C'est ça, le client, mais même les personnes qui travaillent avec nous. Vous savez, quand vous travaillez dans un magasin, vous avez 80 personnes. Même des fois, j'ai déjà travaillé dans une structure où il y avait jusqu'à 200 personnes. C'est un village. Ouais, donc ça, finalement, il y a une vie avec les personnes. Moi, quand je dirigeais à Super U, j'avais 80 personnes avec moi, mais de tout âge, de toute formation, qui venaient de partout dans la France, des gens qui étaient là depuis 20 ans, des gens qui venaient d'arriver. Certains qui sont là depuis très longtemps et donc il y a une passation. Parfois, il y a même des membres de la même famille qui travaillent ensemble dans la grande distribution. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Non, et puis bon, c'est comme dans les villages, comme dans toute organisation. Il y a même des couples aussi qui se forment, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, on apprend à vivre avec ça aussi. Donc c'est vrai qu'il y a le côté client, il y a le côté vente avec les produits. C'est sympa des bons produits. Quand on vend de la marée, on vend de la boucherie, on vend de la charcute, on va quand même travailler des bons produits. Mais il y a aussi ce côté humain avec toutes ces personnes qui travaillent avec nous et finalement qu'on retrouve un peu au club avec les bénévoles, avec ceux qui travaillent aussi. C'est des valeurs communes finalement qu'on partage entre la grande distribution et le hand. Et finalement, ouais, ça m'a amené à évoluer dans ce secteur. J'étais directeur au nord de Lyon, à Villars-les-Dombes exactement. Et puis je suis rentré sur Montpellier parce que l'envie de revenir ici, l'envie de me recentrer vers mes projets à moi, l'envie de me rapprocher du club aussi, c'est à ce moment-là que j'ai pris la présidence. Et puis aujourd'hui, je travaille sur l'évolution de mes projets dans la grande distribution. Mon but, c'est d'avoir mon magasin. Et en attendant, j'accompagne un ami de la famille qui a ouvert son magasin bio. Donc je lui ai monté le magasin. Aujourd'hui, on a mis l'organisation en place ensemble, on le dirige. Et puis l'idée d'en monter un deuxième. Et puis en attendant aussi que moi, à côté, je prenne du temps pour développer mon projet à moi, qui devrait arriver, j'espère, incessamment sous peu. Là, c'est intéressant, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais il y a du coup aussi ce côté double projet entre le côté sportif et aussi le côté autour de la grande distribution et développer ton propre projet là-dessus. Ouais, sachant que c'est même peut-être un triple projet, puisqu'il y a le club de hand et la gestion de l'entreprise. Il y a aussi la gestion de l'entreprise de la grande distribution au comptoir de la Bioanime. Ça, forcément, c'est très intéressant puisqu'au quotidien, c'est 10-12 personnes et une organisation pour aller chercher des chiffres sur une création d'entreprise, une création de magasin, un développement et puis une création d'une deuxième structure potentiellement. Et puis après, à côté, effectivement, il y a aussi tout l'aspect développement de mon projet personnel avec un aspect politique, avec un aspect aussi financier, entrepreneurial, enfin toutes ces choses-là que je développe à côté. Donc effectivement, voilà, trois gros sujets en même temps. On aura pas mal de choses à se dire. Trois gros sujets, il y a des valeurs dedans de management, de performance aussi. Effectivement, tu as tout connu finalement aussi à travers cette histoire managériale et en tant qu'entrepreneur, mais aussi à l'intérieur du club, en tant que jeune joueur, supporter bien sûr. Je crois que tu n'as pas loupé un seul match depuis… C'est quoi, 2016 Non, je suis arrivé en 2003 au club. 2003. Enfin, j'ai découvert le hand en 2003. D'accord. Et c'est vrai qu'entre 2003 et 2011, où j'ai fini l'IUT, honnêtement, les matchs que j'ai loupés à domicile, j'ai plus de droits sur mes mains que ce que j'ai loupé. Ouais, complètement. Après, effectivement, quand on continue dans les études, tu le sais très bien, à MBS, je suis parti à Cardiff, au Pays de Galles. C'est ça, donc là c'était compliqué. C'était compliqué, alors j'ai fait du handball là-bas, on a développé un petit peu le Cardiff handball, c'était très sympa, une belle aventure humaine aussi. Et puis après, quand on rentre et qu'on a une opportunité de diriger à 24 ans un Super U sur Lyon, enfin en tout cas sur Villars-les-Dombes, j'ai pas hésité une seule seconde, je suis parti. Donc pendant 2 ans, c'était plus compliqué, mais j'étais équipé, j'avais mon iPad et puis ils savaient très bien tous qu'au moment des matchs, s'ils venaient dans mon bureau, et la porte restait ouverte comme toujours, mais il y avait le match qui était pas loin, il fallait savoir un peu où on était. Donc c'est une vraie passion, tu as essayé, après tu es devenu partenaire et même actionnaire du club. Et en tant qu'actionnaire, tu t'es présenté à la présidence. Donc tu es président depuis… Depuis 2019. Depuis le 13 juin 2019. Depuis le 13 juin. Donc là, tu as pris
À la tête, bien sûr, aux côtés de Rémi Lévy. Voilà, alors, explique-nous le partage finalement de présidence. C'est deux choses bien distinctes, mais qui se rejoignent. C'est que moi, je suis président de la SAS, donc de la partie professionnelle de la société. C'est moi le chef d'entreprise de l'entreprise Montpellier Handball. Et Rémi, en fait, est président de l'association, puisque dans tout club de sport, quand il y a une société commerciale qui est créée, il y a de toute façon une association, puisque c'est l'association qui délivre les licences. Et donc aujourd'hui, Rémi gère toute la partie associative avec tous les licenciés, les jeunes, en fait, tous les jeunes. La partie formation Voilà, toute la formation jusqu'à l'académie. L'académie, on se la partage. Et puis après, au-delà, les professionnels, c'est moi. Donc voilà, et tout ça, bien évidemment, chapeauté quand même par la société, donc avec un comité directeur où Rémi siège aussi, et à la fin où je coupe, je tranche, puisque ça relève de la fonction du président de la société. Avant d'aller un peu plus loin sur cette partie stratégie et notamment les liens qu'il y a entre la formation et après le monde professionnel, surtout quand on connaît l'historique de Montpellier, et c'est des liens qui sont très, très resserrés. Je vais te poser une question un peu plus personnelle, vu que ça fait depuis 2003 que tu suis fortement et que tu es très ancré dans ce club. Est-ce que tu as un souvenir bien spécifique, un match, une anecdote à nous raconter de quelque chose que tu as vécu avec le club qui t'a fait vibrer et que tu aimerais partager avec nous? Le match qui m'a fait le plus vibrer, forcément, c'est à Cologne, en Allemagne. La Coupe d'Europe. Finale de Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions. C'est vrai que j'ai eu la chance, du fait qu'on soit partenaire de longue date au niveau des sociétés familiales, de pouvoir suivre les joueurs de temps en temps, en 2006, 2007, quand on a pu rencontrer Patrice Canaillé, l'ancien président Robert Moline aussi. Ils nous ont demandé de les accompagner sur certains matchs européens. C'était vraiment très sympa. Et puis j'ai vécu des belles choses avec des fois, on perdait de 6, 7, même jusqu'à 9 buts en match aller. Et on gagnait de 12 buts au match retour. Donc c'est des belles émotions. Mais rien n'enlève l'émotion du gain d'un titre. Donc déjà, j'ai vécu aussi des finales de Coupe de France et des finales de Coupe de la Ligue. Belle finale de Coupe de la Ligue qu'on gagne contre le PSG il n'y a pas longtemps à Bercy. Donc c'est des belles émotions. Mais quand vous gagnez la Ligue des Champions, c'est au-dessus de tout. Au final, en plus d'un week-end, un Final Four où il y avait 4 équipes, dont Nantes. Enfin voilà, c'était pas une surprise, mais en tout cas vraiment un challenge énorme à l'époque. Déjà, on jouait le champion d'Europe en titre, le Vardar en demi-finale, donc c'était compliqué, mais bon, tout est possible sur un Final Four, parce que c'est qu'un match. Et puis en face, il y avait Paris contre Nantes, et on était tous persuadés que Paris allait battre Nantes, et qu'à la finale, même si on passait en finale, ce serait Paris, quoi. Et finalement, Nantes gagne. Nous, on gagne d'abord. Et puis derrière, Nantes gagne, donc beaucoup d'espoir qui commence à se créer, puisque sur cette saison-là, on avait battu Nantes déjà 2 fois. Oui. On savait qu'on pouvait avoir un ascendant psychologique. C'est tous ces genres de matchs, vous savez, c'est difficile, c'est pas abordable, c'est plus que c'est l'ascendant psychologique qu'on peut avoir, et surtout la maîtrise. C'est-à-dire que quand vous avez un coach comme Patrice Canaillé à sa tête, qui a l'habitude de ces grands événements, et que vous dites en face, même si c'est Thierry Anti, un grand coach, sûr. Et puis des grands joueurs aussi, qui certains étaient en équipe de France, d'autres en équipe nationale, d'autres nationalités. Mais quand même, on se dit, on a peut-être ce petit truc en plus, l'expérience des grands rendez-vous. Et puis finalement, cette finale, où on a vibré, mais je me souviens encore, j'étais dans une loge avec d'autres partenaires du club, et puis au premier rang de la loge, mais du coup avec le balcon. Et ma mère me retenait par le maillot parce qu'elle pensait que j'allais passer par-dessus. Là, Julien, il était en mode iPad, c'est-à-dire qu'il est là, mais il est dans le match, il ne faut pas le déranger. C'est clair que pendant les matchs, c'est difficile. Souvent, je m'accompagne, elle me dit, je ne peux pas te parler pendant les matchs. C'est vrai que le match, on est focus, mais finale de Ligue des Champions. Gérald, un ami à moi et actionnaire du club, le dit souvent, j'avais une écharpe ici, même à la fin, une écharpe autour du... mais surtout, voilà, on était dans un état où les émotions qu'on vivait étaient tellement... je sais pas comment le décrire, mais c'est impressionnant. Des émotions qui vous prennent et qui font que en fait, vous oubliez tout ce qui se passe autour. Et là, c'est vrai que j'étais sur une rampe au-dessus d'une barrière et je me tenais à la barrière quand même. Je suis pas, voilà, mais j'avais l'impression même d'être en dessous. Il y avait d'autres partenaires, il y avait des bénévoles, il y avait des supporters. Et donc, on interagissait, on était dingue parce qu'on avait envie même d'aller sur le terrain tellement. Et on était portés par cet événement et cette victoire qui était exceptionnelle. Ça. Exceptionnel. Ah ouais, c'est quand même, Julien, le fruit, on s'en rend compte avec ce club qui est pas très vieux, 1983. 82.
42 titres, c'est exceptionnel, je le répète parce que c'est incroyable, le club de sport collectif le plus titré de l'histoire de France, tout sport confondu. Masculin. Parce qu'il me semble que volley féminin au niveau de il y a peut-être Cannes, je crois. Si c'est volley et que c'est féminin, ça doit être à Cannes. Masculin. Et puis bon, on va tout faire pour en empêcher, mais je crois que le PSG au foot est pas loin de nous rattraper. Mais c'est vrai que cette année, peut-être qu'ils vont à l'échelle de Montpellier, à l'échelle du sport, la concurrence qu'il y a ici, et puis la ville, avec quand même un bassin économique important, mais pas autant que Lyon, Paris, Marseille, c'est quand même une prouesse. Et aujourd'hui, le fait de toujours être au plus haut niveau, c'est quand même dire la qualité de ce club. Quand j'ai quand même pris la présidence, il y a une organisation qui est mise en place avec des hommes, avec un grand institution dans cette institution qui font que... Alors on peut l'expliquer, tu as cité Patrice Canaillé qui est bien sûr le fer de lance sur la politique sportive, mais c'est pas que ça. On parlait de l'association avec 800 licenciés, il y a un pôle académique qui a été récemment mis en place, donc il y a un vrai entonnoir de la performance, il y a une culture qui vous installez pour pérenniser cette performance-là, pour durer dans le temps. Bien sûr. Après, on travaille étroitement aussi avec le pôle espoir régional. C'est vrai qu'on a créé l'académie il y a peu et on est le premier club en France dans le handball à avoir créé l'académie. On a un centre de formation, comme tu le disais, avec des jeunes. On a 800 licenciés qui est le plus gros centre de formation de France dans le handball. C'est tout un travail qui a été lancé il y a 23, 24 ans, à l'époque avec Georges Frêche, qui souhaitait vraiment développer le sport, et avec Patrice Canet et les anciens dirigeants, Robert Moline, à l'époque, et tous les dirigeants de l'association, parce qu'à l'époque, c'était que de l'association, qui étaient en lien direct avec les municipalités et qui avaient vraiment une volonté d'ancrer le Montpellier Handball dans la ville, et donc avec 4-5 gymnases qui entouraient le territoire, d'aller chercher même dans les quartiers, d'aller chercher de partout, à récupérer un maximum de joueurs et former, partir de la formation, pour après, derrière, voir éclore des joueurs. Et c'est au travers de ces choses-là et de ce processus et de tout ce qui a été créé qu'on a vu éclore des joueurs comme les Karabatic, qui sont peut-être l'exemple le plus criant, mais avec des Guigou, mais même plus récemment, des Fabregas. Et puis même là, on a signé deux jeunes joueurs. Alors, il y a Arthur Laine qui vient d'Alsace, mais on a Charles Bolzinger qui lui, vient de Frontignan et qui a intégré notre parcours derrière de formation et qui est pur produit depuis 4-5 ans de l'académie et de notre formation à Montpellier. Donc, et ça c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN. C'est une culture qui vous permet aussi de recruter des joueurs quelque part qui, peut-être à salaire inférieur de certains grands mastodontes européens, vont venir à Montpellier pour cette culture handball, cette culture de la performance. C'est un équilibre, c'est-à-dire qu'on va former des jeunes joueurs qui vont devenir des grands joueurs, on l'espère. Et puis à côté de ça, on va chercher de grands noms aussi. On en a l'habitude depuis l'époque des Bojinovic, des FX Soulet. Il y en a beaucoup qui sont passés chez nous. Et puis en fait, tous ces grands joueurs finalement accompagnent les jeunes dans le développement. On a toujours été dans ce cas-là. Effectivement, le fait de pouvoir former, ça nous permet d'aller chercher et de concentrer aussi beaucoup de finances dans des grands joueurs. Cet équilibre fonctionne. Dans le temps finalement, puisqu'on voit que depuis 25 ans, depuis 1994, notre premier titre, effectivement, alors sur les années 2000-2010, on avait proche de 3 titres par an en moyenne, 2,7 exactement, et puis après derrière on est tombé un peu moins de 1 puisqu'il y a le PSG qui est arrivé. Mais voilà, on continue à garder cette continuité et surtout, on souhaite continuer à développer dans les années futures. Et moi, si je prends la présidence en étant un jeune président, c'est pour voir à long terme, quand je parle de long terme, 5, 10, 15, peut-être 20 ans, si ce que je fais est jugé bon par les actionnaires et que je garde la présidence au travers des compétences et de ce que je réalise. L'idée, c'est de pouvoir faire ça sur encore 15-20 ans et garder ce club au plus haut niveau européen et voire même l'amener encore plus loin si on le peut, quoi. Je voulais justement te poser cette question sur ta vision en tant que jeune président, à la fois moins de 30 ans et aussi le côté présidence depuis seulement quelques années.
Tu as envie de quoi, toi, aujourd'hui, pour ce club? Quelle est ta vision? Tu parlais sur les 10, 15, 20 prochaines années. C'est quoi la stratégie? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu 2-3 éléments comme ça? Alors, forcément, la première chose qui vient à la tête, à l'esprit, c'est gagner des titres. On a envie de gagner des titres. 2,7, ça c'est l'objectif, 2,7 par an. Alors, ça va être compliqué maintenant que quand même le handball s'est développé et professionnalisé. Hein. On était précurseurs, donc forcément, mais aujourd'hui, ça va être plus difficile. Mais du coup, plus savoureux, on va dire. Maintenant, quand même, l'objectif principal, c'est de maintenir cette structure, continuer à développer avec le sport professionnel d'aujourd'hui et de demain pour ancrer encore et toujours le Montpellier Handball déjà sur le paysage local, puisque quand même on a une forte concurrence et c'est très bien, hein, puisque ça crée une émulation. Ouais. Et puis derrière, continuer à le développer sur l'ancrage national et international pour le handball français. Et mon objectif, c'est qu'au niveau européen, on connaisse le Montpellier Handball, on en parle comme on le connaissait il y a des années. Il y a quelques années maintenant, depuis, il y a un peu de suprématie parisienne. Et puis, le but, c'est de retrouver tout ça, d'intégrer un petit peu les instances européennes, de se faire connaître par toutes ces instances et aussi au niveau national, d'intégrer vraiment tous ces réseaux-là. Là, je travaille aussi avec le ministère, se faire connaître par le ministère et puis être acteur, continuer à être acteur, force de proposition, innovant. Oui, c'est ça, parce que ce que vous avez fait quand vous étiez précurseur il y a quelques années, c'est peut-être aussi ça, finalement, la patte du MHB, c'est d'être dans l'instant d'après et de pouvoir se projeter. C'est un peu ça, finalement, l'ADN du club. C'est ça. De vouloir se renouveler et pas rester sur ses acquis. On parle souvent dans le sport des différentes générations et à chaque fois il va falloir renouveler la nouvelle génération et ce genre de choses, et j'ai l'impression que vous êtes toujours, vous, avec l'académie, avec les 800 licenciés, toujours dans l'après, dans la génération d'après, pour pouvoir maintenir des cycles et qu'il n'y ait pas une fin de cycle, on se reconstruit et on recommence. C'est tout le temps un peu, tout en même temps. C'est la force du club, c'est l'anticipation et la remise en question pour s'adapter et avancer et innover. Voilà, ça c'est vraiment une force que je connaissais déjà un petit peu au travers du lien que j'avais avec le club, mais que j'ai découverte en arrivant aussi à sa tête avec les personnes comme Patrice, comme Christophe, comme d'autres dirigeants qui cherchent toujours à innover, qui cherchent toujours à repenser le système. C'est marrant parce que souvent je me dis, ils ont un système qui fonctionne, pourquoi ils ne continuent pas toujours dans ce système-là? Et en fait, c'est parce que il faut le renouveler. Et ça, c'est une force. Et effectivement, c'est des choses qui ont été faites depuis 25 ans au club. Et j'espère qu'on pourra les faire encore pendant 25 ans. Alors, il y a des échéances dont on va parler, stratégiques. Notamment, on va parler de l'aréna, en tout cas de votre salle de jeu. On va parler de beaucoup de choses. Mais là, je propose de faire un petit break pour apprendre à te connaître. C'est le premier jeu, c'est le premier moment de découverte. On t'a effectivement demandé, c'est le moment fétiche un peu de l'émission, de nous amener un objet et de nous commenter cet objet personnel qui t'est proche. Donc tu vas nous présenter cet objet. Et après, tu auras l'occasion d'en choisir un ou plusieurs dans le décor pour pouvoir compléter. Bien sûr, alors j'ai pensé à beaucoup de choses. J'avais pensé au maillot du titre 2018, même au petit billet de… Ah, on l'aurait bien pris. Ouais. Le petit billet de l'Arena. J'avais même… petite figurine à l'époque Lego avec le maillot du club quand on était en Final Four. Non, j'ai pensé à beaucoup de choses en lien avec le club, mais j'ai plus pensé finalement à quelque chose de personnel. Je ne vous ai pas ramené l'objet en tant que tel, je vous ai ramené une figurine parce que c'est quand même un objet qui prend du volume, mais en fait c'est un saxophone. D'accord. Voilà, donc un saxophone parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie de la famille. Dans la vie de la famille, je vais le poser là. Hop. Dans la vie de la famille, si vous voulez, on a été élevé au travers de la musique aussi. Ça fait partie un peu de notre ADN. Dans la famille du côté de ma mère, c'est où on fait du sport, où on fait de la musique, mais tout le monde a fait les deux au début. D'accord. C'est-à-dire que, et puis après chacun choisit sa voie. Et moi, quand j'ai eu 7 ans, 7-8 ans, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit je veux faire du saxophone. Et donc du coup, mes parents m'ont acheté mon premier saxophone et j'ai pris des cours pendant 10 ans de saxophone. Et en fait, tout ça a été inculqué un petit peu par notre grand-père qui était disquaire sur Alès, qui était un grand disquaire à l'époque, hein, tout le monde le connaissait sur Alès. Et on a grandi comme ça.
Donc il avait un magasin de disques, mais aussi il vendait des instruments. Et toute la famille était derrière, ils ont repris. J'ai un oncle qui était dans un groupe sud-américain qui était sur Alès et qui tournait un petit peu dans tout le Gard. D'accord. Et puis après, derrière, nous, on a évolué, donc les cousins. J'ai un frère qui était DJ, qui donc du coup est dans la musique. Hein. Il y a de quoi faire un petit groupe familial. Là. Et puis, alors justement, j'en viens, puisque j'ai un cousin qui a créé un groupe Vox sur Montpellier. Ça fait 15-20 ans qu'il tourne sur Montpellier. Et puis, pour les 50 ans de ma mère, on a formé un groupe. On a formé un groupe avec mon cousin à la guitare, ma cousine à la basse et un autre cousin à la batterie et moi au saxophone. Et donc, rien que d'en parler, ça me fait monter un peu des frissons. C'est important pour nous. C'est un lien. Ça réunit la famille? Ça réunit, mais en même temps, c'est aussi ce qui a été inculqué par le grand-père, qui avait. C'est un patrimoine. Qui était un peu une icône aussi dans la famille. Et c'est finalement ce lien qui nous unit, nous, dans la famille. Effectivement, le sport, on est tous passionnés. Mon cousin qui a ce groupe passionné de foot, de hand, on s'envoie des messages tout le temps. Et mes autres cousins aussi, ils regardent. Donc voilà, et chacun a choisi sa route. Moi, malheureusement, quand je suis arrivé au lycée, ça devenait un petit peu trop chargé au niveau agenda. Donc j'ai choisi le sport plutôt que la musique. Mais on garde un lien fort. Et surtout des valeurs qu'on apprend avec le partage sur les instruments, sur la musique. Même j'ai fait partie d'une chorale aussi au collège, une belle chorale de Montpellier qui regroupait 150 jeunes collégiens, les chorégiens ça s'appelait, sur Montpellier, qui était dirigé à l'époque par Michel Sotiropoulos. C'était vraiment une belle aventure sur Montpellier. On a fait même l'inauguration du théâtre d'Alès devant 800 personnes. On a chanté Joseph Haydn pendant 4 heures. Donc non, tout ça, c'est des belles aventures, vraiment des choses qui vous marquent, avec des belles valeurs aussi. Il y a de l'émotion derrière. Beaucoup d'émotions, c'est surtout ça. C'est des moments de vie, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que prochaine émission, Julien revient avec toute sa famille pour faire un petit happening musical. On s'occupe d'amener les instruments et… Il faudra que je fasse réviser le saxophone. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je l'ai toujours, non, mais c'est sûr que… bon, ça fait, du coup, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était pour les 50 ans de ma mère, ça fait 10 ans maintenant. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous est cher, qui m'est cher aujourd'hui. Et c'est au-delà du sport, c'est le lien aussi familial, la musique. Et puis le lien aussi avec le grand-père qui nous a quittés, mais qui reste toujours présent au travers de cette petite facette de nous et à laquelle on pense très souvent. Alors on y pense aussi, et ça je vous l'avoue, quand on fait le derby contre Nîmes. C'est-à-dire que c'est le grand-père qui nous a amené voir à l'époque les derbys l'OAC, donc l'équipe d'Alès, contre Nîmes Olympique au foot. Et il nous a inculqué un petit peu cette fibre, culture. C'est pas derby. Très bien de le dire, mais un peu anti-nîmoise. Et donc du coup aujourd'hui je n'accepte pas de perdre un match contre Nîmes. Pour la simple et bonne raison que c'est la mémoire de mon grand-père. Voilà. Et ça, je l'affiche aussi. Et puis voilà, on a ce lien avec ma famille, le sport et la musique. Et ça, c'est important. Voilà. Donc le symbole est fort. Merci pour la confiance. Merci beaucoup pour ce très bel objet. Alors, un autre objet peut-être dans le studio lui-même qui t'interpelle Alors, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu mon prénom déjà sur la petite boîte. J'ai vu la petite Marilyn, qui est l'icône préférée de ma mère. J'ai vu aussi le maillot de NBA et le ballon aussi, parce qu'on s'inspire beaucoup, nous, au sport de salle. Et moi, j'ai été voir des matchs à Miami, à New York. Donc, on s'inspire beaucoup de ces choses-là pour essayer de créer de la dynamique, même si avec un nouveau stade, ça sera encore mieux. Mais bon, après, je ne peux pas passer à côté du ballon de handball qu'on a vu, qui me fait penser effectivement à ce sport. Et j'en parle, mais j'en parle peut-être différemment quand je vois ce ballon, parce que je pense à tous les supporters. On parlait d'émotions tout à l'heure avec la musique. Et finalement, ce partage d'émotions qu'on a avec les supporters, alors malheureusement en ce moment qu'on ne peut pas, mais on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver. C'est quelque chose d'unique. Vraiment… je crois que je me souviendrai toute ma vie déjà de la première fois où j'ai été applaudi par les supporters quand je suis arrivé en tant que président. Ça m'a fait quelque chose, mais parce que j'ai été avec eux. De 2003 à 2009 que j'étais en IUT, j'étais au milieu des supporters, je criais avec eux. D'ailleurs, mon prof de chant à l'époque, il était très mécontent parce que… Calme-toi sur les matchs. Le lendemain de match, j'arrivais, j'avais plus de voix.
Il me disait, il faudra choisir. Bon, un jour, j'ai choisi, c'était le hand finalement. Mais ce partage, voilà, moi j'étais devant la trompette, derrière le tambourin, je venais 1h30 avant le match pour avoir cette place et crier avec les supporters. Et aujourd'hui, ce partage, il se fait en avant-match, il se fait en après-match, même pendant le match, on interagit, des fois sur le téléphone, des fois, voilà, c'est vraiment ce lien et c'est cette émotion qu'on partage avec tout le monde. Bon, je parle des supporters, mais dans les supporters, c'est avec un grand S aussi, puisqu'il y a tous les partenaires. S'ils sont là, c'est qu'ils sont supporters du club. Et donc, ce ballon me fait penser à ça, puisqu'on est dans la séquence un petit peu où on parle de son ressenti et de ses émotions. Et c'est aussi et surtout pour ça que cette passion est née et qu'elle grandit de jour en jour aux côtés du Montpellier Handball. Mais quand on voit en plus l'ambiance qu'il y a à Bougnols, c'est un truc de fou. Pour avoir eu la possibilité, toi aussi, de faire plusieurs matchs, d'aller voir des matchs, c'est incroyable cette ambiance qu'il y a. C'est un chaudron. Quand on ne connaît pas et qu'on y arrive pour la première fois, on se dit mais c'est génial, ça ne s'arrête jamais, ça joue de partout, c'est impressionnant. Le handball à vivre c'est vraiment super, quoi. Alors Julien, justement, après cette séquence où on a beaucoup parlé de ressenti, d'émotion, il y a ce partage dans une salle de sport, c'est ultra important. Bougnols, c'est un chaudron, on le sait, c'est très bruyant, beaucoup de vacarme. Dans la stratégie du club, il y a, on en parle depuis quelques années, cette volonté de soit refaire intégralement, soit changer de salle, mais se donner la capacité, à l'instar, je sais pas moi, d'un Olympique Lyonnais que Jean-Michel Aulas a pu créer pour le foot, ou à Lille de cette aréna, voilà, de voir peut-être le Montpellier Handball de demain. Alors c'est quoi, on en est où de cette avancée, de ce projet très très important pour le club? Alors c'est certain que c'est important déjà pour la simple et bonne raison que les instances européennes, d'ici quelques années, vont imposer un minimum de 5000 places pour pouvoir jouer à un match européen. Donc si on veut continuer en Ligue des Champions, ça sera obligatoire. Au minima 5000 places dans l'enceinte. Et le problème qu'on rencontre depuis quelques années, c'est que l'Arena de Montpellier aujourd'hui a un agenda très chargé. Et donc quand ils accueillent des artistes… Oui, c'est une salle multispectacle. Hein. Voilà, c'est ça. Malheureusement, le Montpellier Handball s'insère au milieu de tout ça. En plus, on arrive un peu au dernier moment parce que nous, les calendriers sortent tard. Alors que c'est déjà réservé, donc il y a une année, sur 17 dates, on avait 2 possibilités, on a fini avec 2 rencontres. Donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il nous faut une résidence avec ce minimum de 5000 places. Et puis il est certain que sur la gestion et le modèle économique, la gestion de la salle, aujourd'hui, si vous voulez, sur le bassin économique et par rapport au développement du handball, il sera difficile de faire beaucoup mieux. On peut avoir une croissance économique, on peut aller chercher de nouveaux partenaires et avoir une dynamique, mais le moteur de l'évolution du club sera aussi une nouvelle enceinte si on en a la gestion pour aller chercher à créer des événements pendant match, hors match, vendre de la place, vendre du VIP, vendre des prestations, même entre deux VIP ou abonnés, enfin trouver de nouvelles offres. Peut-être sur le modèle de la NBA, on en parlait effectivement. Ouais, enfin, en tout cas, regarder ce qui marche vraiment dans un côté plus entertainment que… Exactement. Optimiser l'expérience in-stadia aussi pour le supporter qui va pouvoir potentiellement avoir de l'avant-match, de l'après-match, mais sur quelque chose, sur des prestations ponctuelles. Donc on n'est pas sur… Donc pour l'instant, ce n'est pas décidé sur Montpellier l'emplacement. On parle de Haut de la Mer, on parle d'Odysseum. Oui, beaucoup de discussions, mais pas encore très avancées. Donc, on avance, c'est en cours. Mais difficile de donner des précisions parce que nous-mêmes, on est en attente. Mais bon, je sais que, en tout cas, j'ai bon espoir qu'on aille jusqu'au bout de ce dossier. Nous, l'intérêt, ou l'important, ce serait qu'on y arrive d'ici 2024, puisque j'en ai discuté avec la ministre des Sports la dernière fois. J'aimerais que le Montpellier Handball soit acteur un petit peu et donc du coup puisse accueillir des équipes nationales pour leur préparation au JO pour Paris 2024. Et c'est vraiment une volonté qu'on a exprimée au ministère des Sports. Mais bon, ça va prendre du temps, donc en tout cas on y met toute notre énergie, en tout cas beaucoup d'énergie. Bon, c'est quelque chose qu'on va suivre de près, et d'ailleurs quand il y a une nouvelle salle, en général on lui donne un nom, c'est quelque chose de peu prestigieux. On parle de naming dans la stratégie marketing des clubs de sport, j'imagine que le Montpellier Handball y pense. Oui, c'est un levier aujourd'hui qui a été
soumis par la métropole, qui nous laisserait la gestion de ce dossier-là aussi, potentiellement, puisque ça n'a pas encore été voté, où on pourrait commercialiser en faisant une offre avec sur le maillot, des annonces, peut-être du panneau LED, enfin, en tout cas faire quelque chose de dynamique avec un naming pour le Palais des Sports René Bougnol, qui ne s'appellera peut-être plus à la rentrée Palais des Sports René Bougnol, mais qui sera un mal pour un bien, parce que l'idée toujours d'accroître nos finances pour pouvoir être le plus compétitif possible sur les années à venir. Ben justement, on a pensé à un petit jeu de naming en fait qu'on va te proposer. Donc l'idée, c'est de te citer des noms de stades ou d'arénas qui existent ou qui n'existent pas. Et tu vas nous dire si tu penses que c'est du fake ou du vrai. Donc est-ce que tu es prêt ? Allez, on est parti. Alors d'abord, je pense que là, pour moi, c'est pas un piège, parce que vu ta connaissance en handball, tu dois être capable de dire si c'est vrai ou pas. La pression. Alors, la EWS Arena. Alors, si tu peux dire vrai ou pas, et puis nous donner l'emplacement, si tu le sais, bien sûr. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. EWS. Alors, on dit, on peut donner l'hypothèse de la ville, c'est Frisch auf Göppingen, et c'est en Allemagne. Ça existe, c'est une arena. D'accord. Ok. Mais très bon accent allemand. C'était dur, ouais, merci. Alors moi j'en ai un deuxième, beaucoup plus facile à dire, c'est le Black Pearl Stadium. Ah, le Black Pearl Stadium? Non, ça j'y crois pas. T'y crois pas? Non. Bien joué, ça n'existe pas. Mais si ça existait, ce serait à Mexico, sache-le. D'accord. Nous on l'a imaginé comme ça. Alors après, il y a le Rich Stadium. Le Rich Stadium? Ouais. Ah, ça pourrait être possible ça. C'est plus que ça pourrait être possible, c'est effectivement un stade et c'est à Buffalo aux USA. D'accord. Alors là on est un peu plus dans le naming de marque, le Minute Maid Park. Non, Minute Maid. Tu penses que c'est trop comme ça? Et bien pourtant ça existe. J'espère qu'il y a des frigos Minute Maid partout. Ça existe. C'est à Houston, aux États-Unis. Donc c'est du baseball. Je me trompe. Alors là, bon, je ne sais pas qui a trouvé ça, c'est le Vanda Metropolitano. Ah, bien évidemment. Ah, le Vanda. Atlético. Ça, bravo. C'est pas un nom facile, mais quand on le mémorise. C'est là, il est très connu. Un autre, le Tropico Stadium. Ah bah après Minute Maid, le Tropico, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon. Eh bien, s'il existait, ce serait le stade de Las Palmas aux îles Canaries, mais celui-là, on l'a inventé. On l'a inventé, celui-là. Mais ça pourrait. Bon, bravo, en tout cas, tu as quasiment tout trouvé, à part... les faux, tu les as trouvés facilement, donc ça veut dire qu'on n'est pas allé assez loin. Non, le Vanda, c'est assez facile pour moi. J'ai un ami avec qui j'ai fait l'IUT, qui travaillait à Atlético pendant 4-5 ans. Ah, d'accord, okay. J'ai même vécu la finale de la Ligue des Champions entre l'Atlético et le Real Madrid à l'Inter Milan, grâce à lui, avec qui je peux avoir une place privée. Donc l'Atlético Madrid, c'est un club que j'aime beaucoup. Et puis en plus, anciennement, en lien avec le handball, puisqu'il y avait un club de handball qui était affilié à ce club je savais pas. Multisport. Multisport. Ciudad Real à l'époque, qui a été récupéré par Atlético à l'époque. Et il y avait, je ne sais plus quel joueur, un grand joueur français qui jouait là-bas. C'est vrai que ça, c'est toujours vecteur de ces gros clubs multisports. On le voit avec Barcelone, le FC Barcelone. Et à Montpellier, c'est quelque chose de compliqué parce qu'en fait, il y a plein de clubs qui ont leur propre identité. Donc en fait, ce ne serait pas possible réellement de pouvoir faire ça. Mais est-ce que, et là je pose un peu une question comme ça, il y aurait des synergies possibles selon toi entre différents clubs de différents sports sur des trucs bien spécifiques? J'en suis certain pour la simple et bonne raison qu'à l'époque où j'étais à MBS, j'avais créé, alors peut-être ça a été fait les époques avant, mais en tout cas j'avais créé pour cette année-là la billetterie des sports de Montpellier. Donc j'étais élu au bureau des sports de Montpellier et j'avais créé une billetterie pour le foot, le rugby. On n'avait pas pu voir de volley, on avait vu du hockey sur glace, le handball. Et donc, je prenais un peu les réservations de tout le monde. J'allais voir les clubs. Avec l'association, du coup, j'avais des tarifs qui me permettaient d'avoir vraiment du monde. Et en plus, la petite anecdote, c'est que c'était l'année du titre pour Montpellier au foot, donc 2012. Super. Et donc, du coup, j'ai pu faire participer tous les étudiants qui venaient un petit peu de Montpellier et de partout ailleurs en France à ce titre, puisque à la fin, on était 130, 140 à se déplacer. On avait une petite place dans la tribune à l'époque et on a vécu le titre comme ça. Et c'était vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout dans la synergie du remplissage des salles. Voilà, c'est peut-être un sujet aujourd'hui qui n'est pas évoqué, mais qui pourrait l'être dans les années futures. Je ne sais pas si j'en serai moi porteur, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait
parce que je suis certain que nos sports gagnent à être connus au travers de gens qui connaissent le foot, mais qui ne connaissent pas forcément le hand, ni le rugby, ou des gens qui connaissent le rugby, qui ne connaissent pas forcément le volley, qui a des très beaux résultats en ce moment. Le water polo aussi, le hockey sur glace. Moi, quand j'avais découvert le hockey sur glace, j'avais adoré. Alors aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de rapprochement entre leur club et le nôtre, mais si demain on était amené à faire quelque chose, ce serait avec grand plaisir. Bon, en tout cas, il y a un ADN commun, c'est ce sport. Une ville sportive, effectivement, Montpellier est une ville sportive. Revenons au handball, là, une ou deux questions avant qu'on passe à notre petite surprise de fin d'émission. Tu essayes de représenter le club et de peser de plus en plus dans l'écosystème handball, donc bien sûr auprès de la Ligue nationale côté France. Au niveau européen aussi, avec le Forum Club Handball, Forum Club Handball qui va faire que tu vas quelque part porter cette parole pour Montpellier, pour la performance, pour essayer aussi, j'imagine, de négocier, de débattre et de peser. Quel est le sens finalement dans ton action à ce niveau-là ? C'est politique, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, dans les années 2000, il y a quelques clubs européens qui se sont regroupés et qui ont créé une association européenne pour peser auprès des instances dirigeantes. C'est-à-dire que la voix des clubs pesait grâce à cette association. Et le Montpellier Handball, au travers de Robert Moline à l'époque, est l'un des créateurs de cette association. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir réintégrer, ou en tout cas intégrer, mais moi-même, le board, on appelle ça, donc une sorte de comité directeur de cette association, pour faire peser la voix du Montpellier Handball, mais surtout du handball français finalement, mais au travers du Montpellier Handball, avec les discussions avec la Ligue européenne, en tout cas le HF. C'est ça qui est important. Les enjeux derrière, c'est quoi? Les droits télé, par exemple? Non, c'est la formule de la compétition, c'est combien de clubs vont intégrer. La représentation. C'est même demain, il doit y avoir des décisions sur... Vous voyez, là, cette année, l'année dernière, Covid, ils ont décidé de couper tout et du coup de prendre les 4 premiers des 2 poules hautes et de les faire jouer en Final Four, alors que nous-mêmes, on était en 8e de finale et on était bien placés parce qu'on recevait Flensburg au retour et on aurait pu faire quelque chose. On est supprimé de la Coupe d'Europe sans nous demander notre avis. Et puis l'année suivante, donc cette année, on n'a pas pu jouer 2 matchs à Moscou et un autre match je ne sais plus dans quel club européen. Et malheureusement, on nous a dit c'est perte sur tapis vert, alors qu'on avait des arguments à faire valoir. Donc dans ces moments-là, il faudrait que le club soit défendu. Voilà, retrouve la place qui est la sienne parmi les meilleurs clubs européens, puisque je le rappelle, aujourd'hui, je crois sur le classement européen, on doit être 6 ou 7e. Je crois même qu'on est devant le PSG sur les classements européens, parce que ça prend le palmarès, l'historique et tout ce qui a été fait, et tout ce qui a été gagné. Donc il nous faut retrouver cette voix et ce poids au niveau national, mais ça a toujours été plus ou moins le cas. Donc c'est pour ça que j'ai intégré l'UCPH, c'est l'association des présidents de clubs. Et puis derrière, l'idée c'est d'être en lien aussi avec la LNH. Je ne sais pas comment ça va se passer puisqu'il va y avoir des élections dans pas longtemps. Et puis au niveau européen, ce Forum Club Handball, voilà, pour que le Montpellier Handball soit positionné au niveau politique parmi les grands clubs. Les clubs qui comptent et qui donnent leur avis au moment où doivent être prises des décisions. Des décisions stratégiques. Et c'est le 3e, quelque part, rôle, finalement, projet que tu as. C'est vraiment de poser ton entreprise, la présidence du club, la représentation comme ça. Ça fait un bel enjeu. On va bientôt basculer. Sur le MHB et sur le côté marque du MHB, on le voit que tu peux l'apporter fièrement, que ce soit au niveau du pins ou au niveau des baskets. Attention. Petit style au niveau des baskets avec le logo. C'est corporate. Et en fait, moi, ce que je voulais te poser comme question par rapport à ça, tout ce volet marketing, tout ce volet communauté, aujourd'hui, il y a une vraie culture MHB, il y a une culture handball, une culture sportwear. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette gestion? Et là, c'est vraiment le volet SAS du sport. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'éléments sur toute cette gestion de la communauté, cette gestion de la marque, du marketing, ses ambitions aussi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et comment est-ce que vous le faites, notamment avec les partenaires? Parce que tu disais qu'il y avait pas mal de partenaires. Alors, moi, ça va bientôt faire 2 ans que je suis président du club, donc forcément, les priorités, au début, elles n'étaient pas à ce niveau-là, mais comme ça fait peut-être depuis le début, 15 ans que je suis
partenaires, en tout cas que je gère le partenariat familial. J'ai été bénévole aussi au club et du coup j'ai cette vision un petit peu de l'évolution du club où il pourrait y avoir des choses qui se fassent mais qui pour l'instant encore manquaient un petit peu. Puis la vision commerciale aussi que j'amène au travers de l'expertise grande distribution, des études que j'ai pu faire aussi, c'est en cours. C'est-à-dire qu'on a une marque qui est valorisée, qui est très importante. Moi je le vois, hein, j'ai l'habitude de dire, peu importe où je vais, en France et en Europe, dans tous les stades, il y a au moins une personne qui porte le maillot du Montpellier Handball. Et ça c'est impressionnant, impressionnant. Peu importe où on va, et il ne vient pas de Montpellier. Hein. C'est des gens qui habitent… C'est le rayonnement de la marque. Exactement. Et effectivement, il y a cette culture de cette marque qui a été développée par la direction à l'époque et qui aujourd'hui, je souhaite reprendre et développer encore plus. Donc j'ai créé un groupe de travail sur le développement des produits dérivés et de tous ces produits en lien avec Puma ou non. Et puis après, derrière, de tous ces produits aussi en lien avec les partenaires, mais pour le grand public. Et puis, toute cette image que j'ai souhaité développer aussi, j'ai voulu insuffler un petit peu de modernisme aussi dans notre communication. Et depuis peu, en tout cas depuis Covid, notre Instagram est beaucoup plus en live, en inside, où on va chercher justement vraiment à faire vivre un petit peu les personnes qui nous suivent à l'intérieur du club. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont en amorce, qu'on commence un petit peu à développer. Et l'idée, c'est de vraiment, au fur et à mesure des années, le développer encore plus et faire rayonner effectivement la marque Montpellier Handball, très importante, au niveau local, national et même international. Et ce qui fonctionne, puisque quand on voit l'arrivée de sponsors comme Allianz, comme Aesio, qui sont nationaux, internationaux, donc on voit le rayonnement local, puisqu'on a des partenaires, on a des actionnaires qui investissent beaucoup, des locaux, FDI, même Veolia qui est une marque nationale, mais c'est le local qui investit. On a Honor, les salles de sport qui investissent, qui sont là au niveau local et qui créent des choses avec nous. Avec Honor, vous le verrez plus tard, mais on a créé un petit peu une interaction. Les joueurs sont allés faire un entraînement et il va y avoir des choses qui vont se créer à l'ouverture de la salle entre les abonnés de la salle et les joueurs professionnels. Il va y avoir des défis entre eux. Vous voyez sur l'écran un défi, et puis il faudra faire mieux que le joueur, etc. On va aller s'abonner à la salle. Des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qu'on crée. Et puis après, il y a le rayonnement national avec les mutuelles Aesio, avec Allianz, et voire même international, puisque Allianz, on sait son rayonnement, qui commence à fleurir au Montpellier Handball. Et c'est toutes ces choses-là, effectivement, qu'on va cultiver. Et nous, on va développer notre marque pour continuer à capter tous ces partenaires, garder notre local, puisque c'est notre ADN, notre ancrage, et puis continuer à développer au niveau national et international, puisqu'on a ce rayonnement au travers de la Coupe d'Europe. Donc ça, c'est important. C'est très positif. De la performance. Extrêmement positif pour le club, tout ça. Tu parles de partenaires, tu parles d'actionnaires. Ben voilà, on a voulu avoir quelqu'un qui représentait cette dynamique récente qui t'accompagne, parce que on n'avance jamais seul quand on est président, on a besoin du staff, de la direction administrative, des bénévoles, tu les as cités, ils sont très importants, des supporters. Donc voilà, on a décidé de te connecter avec l'un des actionnaires du club. C'est quelqu'un qui est un peu atypique et va nous raconter comment. Gérald Arnaud, qui est patron de Super U en Haute-Savoie. Alors il est montpelliérain d'origine, mais il est supporter, il vient à tous les matchs. Voilà, on va se connecter avec lui pour l'avoir. Je l'appelle ? Ouais, tu l'appelles, effectivement. Et on va pouvoir comme ça comprendre comment quelqu'un qui est aussi loin finalement du club, en termes de kilomètres. Ah. Oui, Gérald. Bonjour. Bonjour Gérald. Voilà, on est avec Julien, c'est Jean-François, on est avec Julien Deljari. On a déroulé tout son parcours, toute cette présence à la présidence du MHB, et on a quelques questions à te poser. Est-ce que tu es d'accord? Allô? Ça veut dire oui. Oui, est-ce que tu nous entends, Gérald? Voilà, maintenant j'entends, oui. Ok, oui, je disais qu'on était en live avec Julien sur notre plateau, le club, le talk show positif. On a revu toute l'histoire du club et notamment ces dernières années, la dynamique qu'il y a autour des partenaires et des actionnaires. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre et ton engagement auprès de Julien à l'intérieur du MHB? Complètement. Alors, notre rencontre, c'était un moment historique puisque c'était déjà le 26 mai 2018.
donc il y a 3 ans, c'était déjà pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Et tout de suite, comment dire, nos regards se sont croisés, on s'est retrouvés pour ce match et tout de suite on s'est compris, tout simplement. Et il a fallu quelques minutes pour se comprendre et déjà partager, comment dire, les mêmes valeurs en quelques mots. Bon, de toute façon, Gérald, toi, tu as une ADN qui était tournée vers le sport de haut niveau, mais quand tu as rencontré Julien, effectivement, tu t'es dit, tiens, je vais foncer, je vais avec lui, et je veux faire partie de cette histoire récente-là, et à devenir. Oui, complètement. Mais déjà, Julien, comment dire, était déjà actionnaire du MHB, et quand il s'est positionné pour, de par sa passion, de par comment dire, ses convictions, et sa structure aussi, c'est quelqu'un de très structuré. Quand il s'est positionné pour reprendre les rênes du MHB, effectivement, derrière, je ne pouvais que dire oui à l'accompagner et comment dire, à le suivre. Julien comment dire, incarne le dynamisme, incarne, comment dire, la modernité et complètement, on voit en lui tout de suite quelqu'un qui peut apporter un troisième souffle à ce club. De par comment dire, sa proximité, son comment dire, l'engagement qu'il peut avoir, la vision qu'il peut donner, voilà. Et tout de suite, c'était pour moi logique et naturel que de le suivre. Voilà. Alors ça nous, merci de ce témoignage. Ça nous illustre aussi le fait que ce club, le MHB, cette marque dont on parlait, elle a une puissance parce que même si tu es montpelliérain d'origine, tu es quand même en Haute-Savoie, tu viens voir tous les matchs, tu entraînes avec toi des supporters, enfin des partenaires. Tu accueilles dans la station les Carreaux qui est effectivement partenaire avec le club chaque année, le club dans sa phase préparatoire estivale. Au niveau sportif, et puis tu amènes quelque part à Julien et à toute l'équipe dirigeante aussi ta vision de manager, de chef d'entreprise pour faire avancer les choses, quoi, tout simplement. Oui, complètement, mais déjà faut être Montpellier est un club qui s'est structuré d'année en année. C'est d'abord un président charismatique, comment dire, en 1982 avec Jean-Paul Lacombe. Et derrière, comment dire, Robert Moline qui a mené une dynamique et Julien, comment dire, est le lien qui est le trait d'union qui permet, comment dire, d'avancer de même et de poursuivre, comment dire, ce pôle de compétences, parce que Montpellier c'est un pôle de compétences. Oui. Et bon, effectivement, je m'associe à ça et compétence, c'est dans la performance aussi au quotidien. Donc je ne pouvais qu'adhérer et effectivement, ça donne envie des partenaires, de futurs partenaires. On croise aussi de ces rencontres, c'est des gens qui ont aussi envie d'amener quelque chose au travers de ce que peut dégager Julien. Alors qu'est-ce qu'on peut... Mais pourquoi pas comment dire, travailler, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la structure du Montpellier Ball, au-delà de la dynamique de ce qu'amènent Julien et Patrice derrière, c'est pouvoir de même, pourquoi pas, avoir un outil qui corresponde au devenir de ce MHB. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club et donc à son président dans les mois et les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? On peut souhaiter, je pense, comment dire, déjà comment dire, des titres, parce que ce club, comment dire, a besoin. Je parlais de pôle de compétences. Ce club historiquement a tout le temps gagné des titres pratiquement chaque année. On est à plus de 40 titres. Donc, je pense qu'on peut leur donner, comment dire, longue vie sur les titres. Ouais. Et derrière devenir un club engagé en modernité et dans un plan RSE, qui serait pour moi, à mon avis, en tout cas, certainement, comment dire, un premier exemple. En France, il est déjà par ses titres, dans la continuité, et derrière, il pourrait s'inscrire dans une démarche complètement solidaire à ce que je viens de vous dire précédemment. Julien, un mot peut-être à Gérald, à ce partenaire? Ouais, déjà, merci beaucoup Gérald pour tes mots. C'est toujours un plaisir de partager des émotions et tout ce genre de choses avec lui finalement. Donc même se retrouver aujourd'hui sur le plateau avec lui, c'est top. Pour la petite histoire, Gérald, ce qui est génial, c'est que son magasin, il est à 20-30 minutes de Chambéry.
Ah, c'est ça, tu me reprends si je me trompe. Quand vous rentrez dans son magasin, vous avez des panneaux. Ils font combien tes panneaux, Gérald? Ils font déjà 120 par 80. 120 par 80, 3 panneaux de la victoire de la Ligue des Champions de Montpellier, alors que vous êtes à quelques kilomètres de Chambéry. C'est fascinant, c'est fascinant. Mais après, au-delà de ça, c'est vivre avec Gérald beaucoup d'émotions partagées. C'est vrai qu'on a vécu ensemble le titre de la Ligue des Champions, on s'est rencontrés à cet endroit-là. Mais on vit 2 passions communes avec la grande distribution aussi. Donc on se retrouve sur beaucoup de sujets. Quand on ne parle pas que de handball, donc on pourrait parler des heures. Et puis après, on vit des choses en Europe, en France, ensemble. Voilà, on va se déplacer à Paris, puis comme il est actionnaire du club, il peut m'accompagner. On va se déplacer à Paris et puis à Berlin ensemble pour espérer, pourquoi pas accrocher un petit peu le premier et pourquoi pas aussi une qualification européenne. Donc voilà. Plein de bonnes choses qui arrivent. Donc merci Gérald, c'est toujours un plaisir d'être accompagné par une personne comme toi. Le plaisir je te remercie, le plaisir est partagé. Merci à vous. Merci Gérald. Merci beaucoup. Merci, plaisir, à très bientôt. Voilà Julien, on arrive à la conclusion. On a fait le tour de tes 3 engagements, mais aussi de ton parcours. On a mieux découvert aussi ses passions familiales, la musique. Le sport, quelque part, c'est le talent et l'émotion entrée d'union, mais aussi la performance. Et donc, quelque part, c'est vraiment l'ADN de ce Montpellier Handball. On te souhaite un énorme merde en fait pour la suite des matchs qui arrivent, parce qu'on est très très supporters, tu le sais. Et effectivement, une belle réussite, une salle à venir. Mais tu reviendras nous voir pour nous raconter dans quelle salle on va accueillir bientôt le handball à Montpellier. Avec un saxophone. Et s'il y a des beaux trophées aussi, on sera là pour t'accueillir. Merci de la confiance que tu nous as fait. Merci à vous, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Très très sympa de pouvoir partager avec vous. Et puis n'hésitez surtout pas, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur énormément de facettes, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Et même tout ce dont on a parlé, pouvoir l'approfondir avec vous, c'était vraiment très très sympa, un moment très agréable. Merci, c'est positif, hein Alex? C'est parfait, c'est rencontrer un passionné comme Julien, on en veut tous les jours. Hein. Vraiment, merci beaucoup. C'est très inspirant comme parcours, parce qu'on voit une cohérence et une sincérité en fait de A à Z, parce que c'est quelque chose que tu as vécu tout jeune, que tu as cultivé, et au fur et à mesure, tu as construit ton parcours autour de cette passion. Et c'est vraiment très, très intéressant et très inspirant à écouter. Très inspirant. Beaucoup. Merci. Merci Julien. Vous aussi, inspirez-vous de ces profils, de ce positif qu'on essaye de vous transmettre à chaque émission du talk show positif. Donc suivez le club, abonnez-vous bien sûr, partagez, likez, faites comme les supporters du MHB, criez, osez. Et puis à très bientôt sur la prochaine émission de Le Club. Salut Jeff. Salut Alex.